Je m'appelle Lumumba. Patrice Emery Lumumba. 3 noms pour un seul homme. Je n'ai jamais très bien su qui j'étais. Parfois, je me demande si j'ai vraiment existé. Je suis né au Congo belge. Rien que ça, ces 2 mots. Congo, belge. J'étais quoi? Belge? Congolais? Au fond, ni l'un ni l'autre. Les colons qui mènent dans ce pays une existence de dur travail réservent le dimanche aux distractions et au sport. Les habitants du Congo belge n'avaient pas vraiment d'identité, pas de nationalité, sauf les Belges évidemment. Nous étions des indigènes, des Africains, des Noirs, des Nègres parfois, des Congolais, jamais. J'ai d'abord cru que le temps arrangerait les choses peu à peu. Mais un jour j'ai compris que l'histoire allait plus vite que nous. Et que pour devenir Congolais, le Congo devait cesser d'être belge. Je suis devenu un tribun, un nationaliste, un indépendantiste. Je suis devenu le premier ministre du Congo indépendant et souverain. Le jour de l'indépendance, je suis heureux bien sûr, mais je ne suis pas euphorique. Je pense d'abord à l'avenir. Je sais que le défi est immense. Personne n'est sincère. Ni nous, ni eux. L'administration, l'économie, tout est encore aux mains des Belges. Tout est à faire. Je suis le Premier ministre d'un pays qui n'existe pas encore. Et je crois qu'au fond de lui-même, le président Kasavubu est aussi inquiet que moi. Il est 16h, ce 30 juin après-midi, il y a quelques heures seulement, que le Congo est devenu un État indépendant. Nous nous trouvons au boulevard Heckmans, dans cette grande artère qui part du Palais de la Nation. Voici rutilante la musique de la force publique. Peau de léopard, tambour bleu et jaune, gants blancs, shako brun. Kaza et moi, nous avons voulu cette indépendance et le pouvoir qui allait avec. Nous n'avions pas imaginé dans nos rêves les plus fous que nous l'aurions si vite. Nous l'avons. Tant pis pour nous. Dans 6 mois, je serai mort, assassiné. Je deviendrai un mythe, un martyr, un héros. L'ivresse de l'indépendance va durer 3 jours. Le temps de se dégriser et de voir les choses en face. Tout a changé. Mais rien n'a changé. L'armée s'appelle toujours la force publique. Elle est toujours commandée par les Belges. Tous les officiers sont belges, pas un seul Congolais. La force publique, c'est une tête blanche sur un corps noir. Et le corps ne supporte plus sa tête. Quatre jours après l'indépendance, l'armée se met en grève. Je n'en crois pas mes yeux. Je croyais à la force de la force publique. La discipline, le garde à vous, tout le tralala des militaires. Je me suis trompé. La mutinerie se répand à toute vitesse. Et comme dans toute armée à l'abandon, ce sont les soudards qui vont bientôt faire la loi. Ils vont piller, frapper, violer, tuer parfois.
Je parle avec Kaza, il est aussi perdu que moi. Nous allons sur le terrain, nous essayons de calmer les troupes. Nous faisons des promesses. Trop tard. Ça marche quelques heures, puis ça repart. Nous nommons des officiers congolais, nous rappelons des anciens. Je me souviens que Joseph Mobutu, un de mes fidèles, a été sergent dans la force publique. Nous le bombardons colonel et chef d'état-major. Trop tard encore. Sans armée, le pays se décompose. Les Belges s'en vont, ils fuient par dizaines de milliers. Ils assuraient la continuité de l'État et je vois l'État se dérober. L'administration se vide de ses fonctionnaires. Tout s'arrête. Je suis le premier ministre d'un pays creux, un pays à deux têtes et sans corps. En dessous de nous, Kaza et moi, il n'y a plus rien. La Belgique me voue une haine inexpiable. Je suis le diable, le communiste. Je suis le colonisé ingrat. Et ce qui devait arriver arrive. La Belgique contre-attaque. Je ne trouve pas d'autre mot. Contre-attaque. Les Belges ont gardé des bases militaires chez nous. Je m'en veux d'avoir donné mon accord. J'ai été naïf. Leurs paracommandos sont bientôt partout. Nous sommes en guerre contre la Belgique. Je suis pris entre deux feux, 10 feux, 1000 feux. Au Katanga, Moïse Tchombe, ce valet des Belges, profite de l'occasion pour proclamer l'indépendance de sa province. Il en rêvait depuis toujours. Et le Kasaï s'apprête à faire sécession. Le Katanga et le Kasaï, les provinces les plus riches de la République. Le Congo n'existe plus. Il est vrai qu'il n'a jamais existé, sauf le 30 juin. Avant, c'était le Congo belge. Maintenant, des morceaux, des pièces détachées. Je ne dors pas. Je n'ai jamais beaucoup dormi. Je veux sortir de ce piège. Je cherche toutes les issues. Je romps les relations diplomatiques avec Bruxelles. J'écris à Moscou et je lance un appel à l'ONU. J'essaie tous les leviers. L'ONU entend mon appel. Les premiers casques bleus débarquent le 14 juillet. L'ONU au Congo, 2 semaines après l'indépendance. Notre histoire commence sous contrôle international. Je voudrais que les casques bleus filent au Katanga et au Kasaï pour mater les sécessions et que les para-belges cessent de parader partout. Mais l'ONU prend son temps. C'est insupportable. Je décide d'aller à New York. Je veux plaider ma cause à l'ONU. Là-bas, tout le monde est d'accord pour défendre l'intégrité du Congo. Mais je les trouve bien mous, tous autant qu'ils sont. Le secrétaire général, les soviétiques, même ceux qu'on appelle les non-alignés. L'ONU va continuer à envoyer des troupes au Congo, mais pour s'interposer seulement, pas pour combattre les sécessions. Mon voyage en Amérique est une immense désillusion. Le Congo est seul. Je suis seul. Tout le monde me prêche la patience. À moi. Moi qui ai remporté tous mes combats politiques grâce à mon impatience, à ma vitesse d'exécution. Je rentre au pays les mains vides. Je suis furieux sur l'ONU qui refuse de se battre au Katanga. Maintenant, je considère l'ONU comme mon ennemi. Un de plus. Je n'ai plus le choix. Je décrète l'état d'exception et je décide d'envoyer l'armée sur les 2 fronts, Kasaï et Katanga. L'expédition au Kasaï va me coûter très cher. L'armée massacre des milliers de civils à Bankwanga.
Une tache de sang indélébile sur le drapeau du Congo indépendant. Je suis responsable de ce désastre. Je suis éclaboussé de ce sang. Je viens d'administrer la preuve que l'armée est incapable de reconquérir le pays. Mes jours sont comptés. Je le sais. Je le sens. Et Kasavubu aussi, sans doute. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice... Il croit me limoger d'une phrase. Qui lui a dicté son texte? J'ai des ennemis partout, à Bruxelles et à Washington, dans toutes les provinces, partout, jusque dans mon gouvernement. Ils complotent tous, du matin au soir. Je ne vais pas me laisser faire. Je donne l'ordre de couper toute communication avec l'Europe. Je décrète le couvre-feu à 17h. J'interdis tous les journaux. Ils me considèrent comme le diable? Je serai le diable. Je n'ai plus rien à perdre. La guerre du pouvoir a commencé. En essayant de m'éliminer, le président a décapité la République. Mais Kasa s'est trompé. Il a cru prendre tout le pouvoir. En fait, il l'offre à Mobutu. Allô, allô, chers compatriotes. Ici, c'est le colonel Mobutu Joseph qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Joseph Désiré. Il me doit tout. Je l'ai fait secrétaire d'État, colonel, chef d'état-major. Trahi pour trahi, autant que ce soit par un disciple. Joseph sera mon Judas. Je vis maintenant retranché dans ma résidence, encerclé par l'armée de Mobutu et par les casques bleus. Je suis un premier ministre sans pays et sans gouvernement. Les quelques ministres fidèles se sont exilés à Stanleyville, dans ma province. Je ronge mon frein pendant des semaines. Je n'ai plus qu'une idée. M'échapper et repartir au combat. Je ne vois plus qu'une issue. Aller jusqu'à Stanleyville, rassembler mon peuple, libérer ma patrie. Le 27 novembre, dissimulé dans une voiture banale, je trompe la vigilance des soldats qui gardent ma résidence. Nous sommes dimanche, ils ont tous bu. Avec ma petite escorte, nous filons vers l'est. À moi la liberté. La reconquête commence sur les pistes du Kwilu et du Kwango. Lundi, mardi, mercredi, toutes ces rivières à traverser plus larges que les fleuves d'Europe. La route est longue jusqu'à Stan. Les gens me reconnaissent, je m'arrête, la foule m'acclame comme au plus beau jour. Je voudrais que cette marche victorieuse ne finisse jamais. Tout le monde me retient et tout le monde me presse d'aller plus vite. Moi, je ne fais qu'aller vers mon destin. Quand je ferme les yeux pour dormir quelques minutes, ce ne sont que des scènes de chasse. Je suis un gibier aux abois. Il y a du sang partout. Le jeudi 1er décembre, la chasse est finie. Ils m'ont rattrapé. Ils me ramènent à Léo, comme un trophée. Toute la presse est là par l'odeur du sang alléché. Après la corrida de l'aéroport, détour chez Mobutu. Lui aussi est au spectacle. J'ai une idée fixe maintenant. Tenir. Rester droit. Être insensible à tout. Je n'ai plus la force de haïr ni de penser. Tenir. Survivre. Je suis fait comme un rat. Mais tant que je vivrai, ils auront peur de moi.
Ça va durer des semaines. Et je ne saurai jamais qui décidera de mon sort. Je sais seulement qu'ils sont tous d'accord. Les Kazas, les Mobutu, les Belges, les Américains. Tous d'accord pour se débarrasser de moi. Et surtout, ne pas tremper leurs mains dans mon sang. M'expédier au Katanga, très loin, chez l'ennemi. Voilà la solution. Le 17 janvier, il me jette dans un avion, destination Élisabethville. Le voyage sera un long supplice. Maintenant, je veux mourir. Ils vont me torturer, me fusiller, m'achever, me supprimer, me dissoudre. En me faisant disparaître, ils veulent m'effacer de la mémoire du monde. C'est leur plus lourde erreur. Plus lourde que toutes les miennes depuis des jours et des mois. Grâce à eux, je serai dans tous les livres d'histoire. Je suis mort, je suis plus vivant que jamais. Je sais maintenant qui je suis. Je m'arrête enfin. Je me retourne. Je me vois enfin. Je suis un autre. La mort est ma victoire. Je n'aurai ni tombe, ni mausolée. Ce 17 janvier 1961, j'entre tout droit dans la légende des siècles. Et maintenant? Maintenant qu'ils sont débarrassés de moi, que vont-ils faire? Ma mort n'a rien réglé. Sauf que mes assassins sont seuls maintenant face à l'histoire. Il n'y a plus de diable. Il n'y a plus de danger communiste. Mais tout reste à faire. Officiers, sous-officiers. Ma mort a quand même eu deux effets. À Léopoldville et au Katanga. À Léo, Mobutu a aussitôt quitté le pouvoir pour retourner à sa carrière militaire. Et Kasavubu est redevenu président à part entière. Au Katanga, où j'ai disparu corps et biens, Tshombe a perdu en moi son ennemi principal. Rien ne justifie plus la sécession. Maintenant, c'est lui qui est seul. La moitié du monde le hait et l'autre se détourne de lui. L'ONU change de position. L'ONU fait ce que je réclamais à corps et à cri. Envoyer ses troupes au combat. C'est ma victoire posthume. Le Katanga sera la première vraie guerre des casques bleus. Elle va durer 2 ans. La gendarmerie katangaise est encadrée par des officiers belges et des mercenaires qu'on appelle les affreux. Des aventuriers de tout poil. Des Belges encore, des Français, des Sud-Africains. À la gare, on va faire voir jusque-là. C'est loin la gare ici? Hein? L'AD est là-bas. En face, les troupes de l'ONU, qui vont finir par gagner cette sale guerre. La sécession s'arrête en janvier 63, 2 ans après ma mort. La fin des sécessions est une première chance pour le Congo indépendant, mais payée d'un prix terrible. La ruine, la désorganisation et la tutelle internationale. Et tout ce sang versé qui retombera sur nous longtemps, comme dans la prophétie des évangiles. En 64, le sang recommence à couler. Après les sécessions, les rébellions. La guerre toujours, mais sous d'autres prétextes et avec d'autres slogans. Coup sur coup, 2 rébellions s'enflamment, au Kwilu et au Kivu. Ces rebelles prétendent faire la révolution. Mais le plus terrible, c'est qu'ils prétendent la faire en mon nom. Ils ne sont ni les premiers ni les derniers dans l'histoire congolaise à se servir de moi. Pourtant, je n'ai rien à voir avec eux.
avec ce mélange de révolution et de sorcellerie. Ces rebelles sont des têtes brûlées. Leur révolution n'est qu'une course désordonnée vers le pouvoir. Elle sème la terreur et la mort. Les rebelles vont jusqu'à Stanleyville, ma ville. Ils y proclament la République populaire du Congo. Ils exécutent à tour de bras. Puis ils prennent les Européens en otage. Des Belges pour la plupart. Et comme en 60, Bruxelles réagit. Les para-belges sautent sur Stanleyville. Ils s'invitent au banquet des buveurs de sang. C'est le commencement de la fin pour les rébellions. Il y aura encore des soubresauts jusqu'en 67. Je note qu'un certain Laurent-Désiré Kabila fera là ses premières armes. Mais ça, c'est presque une autre histoire. On en reparlera beaucoup plus tard. En attendant, la menace rebelle et la guerre civile ont changé la donne à Léopoldville. En apparence, le pouvoir est toujours aux mains du président Kasavubu, qui a nommé 4 premiers ministres en 5 ans. Mais la guerre a fait le jeu de l'armée et de son chef tout-puissant, le colonel Mobutu. Le colonel est devenu général. Il attend son heure avec la patience du serpent. Et son heure va bientôt sonner. Le 24 novembre 1965. Mobutu va déposer paisiblement Kasavubu. Un coup d'État en douce. Le président fera ses valises et regagnera son village natal dans le Bas-Congo. Revoilà Joseph. Il cueille les fruits quand ils sont mûrs. Le contexte est favorable, à l'intérieur et à l'extérieur. D'un côté, l'épuisement du pays ravagé par les guerres, de l'autre, la faveur des Belges et des Américains. Mobutu est un fin calculateur. Il va toujours essayer de ménager les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois, il va rester au pouvoir. Pas 3 mois, pas 6 mois, pas 10 ans, 32 ans. L'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, Mobutu fait place nette. Il établit son pouvoir sur la violence. 6 mois après son coup d'État, il fait pendre 4 politiciens accusés de complot devant une foule immense. À l'extérieur, Mobutu joue d'abord la carte occidentale. Mais il garde plein d'atouts dans ses manches. Il apprend vite. Il a peut-être retenu la leçon des erreurs que j'ai commises en 60, où j'ai agi à contre-temps et où j'ai fini en quelques semaines par me brouiller avec tout le monde. Mobutu ne cesse jamais de balancer. Tantôt pro-américain, tantôt non-aligné. Un caméléon. L'Amérique est son socle. Il fera toujours toutes les volontés de Washington, en Afrique et au Proche-Orient. La Belgique est son jouet. Elle va permettre à Mobutu de prendre des postures ombrageuses, anti-impérialistes, chaque fois que nécessaire. Je vois maintenant, comme jamais, toute l'ambiguïté de ces relations Congo-Belgique, blanc-noir. Mobutu est comme moi, marqué au fer rouge par la même enfance, la même jeunesse coloniale, dans un désir d'assouvissement inassouvissable. Devenir blanc sans cesser d'être noir. Être belge et congolais. Impossible. Impossible d'accepter cette impossibilité. Léopoldville s'appelle maintenant officiellement Kinshasa. La capitale a retrouvé son vrai nom. Mobutu ne néglige rien pour se poser en grand nationaliste. Il se rappelle même que j'ai existé. Début 67,
Mobutu crée le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Il organise un défilé à Kinshasa et il me convoque à ce défilé. Je suis là, en effigie, à ses côtés. Me voilà étendard, me voilà faire valoir. Mobutu a décidé de tremper le mobutisme dans le lumumbisme. C'est bien joué. L'art de gouverner est aussi l'art d'oublier. Et voilà maintenant qu'il essaie de capter un autre héritage, l'héritage colonial. C'est en 1970, 10 ans après l'indépendance. Mobutu invite le roi Baudouin et la reine Fabiola au Congo pour les cérémonies d'anniversaire. Je repère la manœuvre. Mobutu veut se faire sacrer roi du Congo par le roi des Belges. Ce voyage est un triomphe. Il est conçu comme une passation de pouvoir. Le président devient l'ami, le frère légal du roi. Il devient lui-même l'héritier de Léopold II, l'héritier du roi fondateur. C'est l'heure glorieuse de Mobutu, l'apogée du Congo indépendant. La paix civile, les affaires, les grands travaux. Le cours du cuivre est florissant. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Je me reconnais dans ce Congo dirigé d'une main de fer, dans cette relation privilégiée avec la Belgique. Je vois naître une nation, la nation de mes rêves, la nation impossible. Un pays, enfin, libre et fier. Mais c'est justement à ce moment-là que tout va basculer. Mobutu n'est plus le même. C'est bizarre, un mélange d'ivresse et de frustration. Comme si la réconciliation avec la Belgique nous obligeait à nous en libérer définitivement. C'est un épisode crucial dans l'histoire du Congo. Le pays va bien, en tout cas, il va beaucoup mieux. Mobutu fait à peu près l'unanimité, mais ce n'est pas assez pour lui. Il va renverser la table. Il va tout balayer, tout effacer, tout réécrire. Le nom du pays, le nom du fleuve, le nom des gens, des rues, des villes, la façon de se saluer, de s'habiller, tout. Il faut tout supprimer, tout reléguer et tout réinventer. Mobutu appelle ça l'authenticité. Il invente le Zaïre. Il fait jouer la zaïroise. Bizarre ce Zaïre. Pourquoi aller chercher un nom portugais? Aucune importance pour Mobutu. Zaïre, ça sonne bien. Ça brille comme un sou neuf. Ça éclipse d'un coup le Congo. Moi aussi, je suis éclipsé. Mobutu n'a plus besoin de moi. Je suis partagé sur cette époque. C'est un crève-cœur. Je pense que Mobutu a perdu le sens de la mesure. Et je le comprends un peu. Notre blessure est la même. Nous avons trop de revanche à prendre. Et puis je vois vivre cette nation pour laquelle j'ai donné ma vie. Le Zaïre existe. Et les Zaïrois aux quatre coins de notre immense pays s'y reconnaissent. Et le Zaïre se fait connaître du monde entier. Kinshasa accueille le championnat du monde de boxe des poids lourds. Ali Foreman. Et la victoire d'Ali est celle du Zaïre nouveau. Tout cela est vrai, mais tout cela fait illusion. Le Zaïre est un peuple, le Zaïre n'est pas un État. L'administration, les services publics sont les grands oubliés du mobutisme. L'État est un énorme parasite, il n'organise presque rien, sauf la corruption. On est dans un système embrouillé dont Mobutu est le centre, mais où le pouvoir est émietté. C'est du despotisme mal éclairé. Il y a le président fondateur et sa cour, puis un vaste réseau d'influence, une nébuleuse en mouvement perpétuel. Comment les nommer, tous ces gens qui vivent au crochet de la société et du monde? Une élite? Non. Une clique, une engeance même, et des plus nuisibles. Je l'appellerai l'engeance.
Déjà à l'époque coloniale, quand j'appartenais au petit groupe des évolués, je voyais que certains d'entre nous ne voulaient qu'une chose: quitter le monde des Noirs pour celui des Blancs, se séparer de la masse. Moi, je prétendais rester lié à mon peuple, construire avec lui la nation congolaise. Et je vois maintenant qu'un fossé s'est creusé entre l'Engeance et le peuple, aussi profond que celui qui nous séparait des Belges avant l'indépendance. Le Zaïre a accompli mon rêve et l'a détruit presque aussitôt. L'Engeance est riche, très riche. Mon peuple est de plus en plus pauvre. Même Mobutu semble prendre conscience du problème. Sur le Zaïre financièrement malade, beaucoup de médecins se penchent, chacun avec son diagnostic et ses recettes thérapeutiques. Notre pays n'est pas le premier ni le dernier du monde. C'est le discours de trop, du verbiage. Moi qui ai fondé ma carrière sur le verbe, sur la magie des mots, j'en vois maintenant les limites. Sokomi Kinshasa, capitale du Zaïre. Sokomi Kinshasa, capitale Kinshasa. Yo mamé. Les paroles ne sont rien sans les actes. Nous sommes trop dans l'incantation. Notre mal au Congo-Zaïre est dans l'incantation. C'est fini, nous sommes Zaïrois. En avant, fier et plein de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. Tricolore enflammé, nous du feu sacré. Pour bâtir notre pays toujours plus beau. Que faire face à celui qui a le monopole du verbe? Celui qui nomme les choses, qui change les noms, qui se raconte des histoires. Le peuple a autre chose à faire que l'écouter. Et puis l'espoir. Une mince lueur d'espoir va poindre d'un texte en 1980. Des mots, encore rien que des mots, mais ceux-là ne sont pas des mots en l'air. Chacun est un défi. Le tout est un acte d'accusation. C'est la lettre ouverte au citoyen président fondateur. 51 pages. Un réquisitoire minutieux du régime. Un monument d'ironie aussi. Je reconnais le style de Ngaloula, un des premiers indépendantistes. Je suis sûr qu'il a tenu la plume. La lettre est signée par 13 personnalités politiques. C'est la première faille au sommet. Le premier écho à la révolte silencieuse de la société. Ce texte vise juste un crime de lèse Mobutu, inexpiable. Les 13 vont même fonder un parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un deuxième parti au pays du parti unique. Mobutu enrage. Il punit les impies, mais il doit vite lâcher du lest. Je vois qu'il a perdu la main. Il détient tous les pouvoirs, mais il ne dirige plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à diriger. Vive les guides! Vive les guides! Vive le président! Vive le président! Vive le Zaïre! Vive le Zaïre! Le Zaïre est maintenant sous contrôle financier international. Plus aucune marge de manœuvre, sauf avec les Belges, comme le veut notre tradition. En 1985, 25 ans après l'indépendance, on assiste à la dernière mise en scène de l'insondable mystère des origines.
Tout se passe entre nous, anciens colonisateurs et anciens colonisés. Baudouin et Mobutu, encore une fois. Mais ils sont comme pétrifiés. Je ne vois plus deux amis, mais deux chefs d'État fourbus. 54 ans de règne à eux deux. Je vois que la Belgique ne croit plus en Mobutu. Il n'aura plus qu'une obsession. Durer, tenir. Le vent commence à tourner dans le monde. Le communisme va s'effondrer. Mobutu sent qu'il ne peut plus compter sur le soutien aveugle de l'Occident, alors il anticipe. Il décide d'organiser lui-même la démocratisation du régime. Le 24 avril 1990, il fait des adieux larmoyants à son cher parti unique. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. La suite est l'histoire d'une interminable agonie, celle d'un régime et celle d'un homme. On appelle ça la transition démocratique. Il y a la scène et les coulisses. La scène, c'est la Conférence nationale souveraine, la CNS, comme une nouvelle table ronde pour une nouvelle indépendance, le retour de la démocratie sans Mobutu. Une minute de silence et de recueillement, s'il vous plaît, méditation. Et puis, il y a les coulisses, les bureaux présidentiels, avec Mobutu. Là, il est chez lui. Il essaie de jouer au plus fin, comme un chat avec les souris. Il nommera 11 premiers ministres en 7 ans. Le plus en vue est Étienne Tshisekedi, suivi par toutes les télévisions du monde pendant des années. Le président le nommera 3 fois Premier ministre. Des cadeaux empoisonnés, je connais le poste. Comme moi en 60, Tshisekedi est immédiatement dépassé par les événements. Mais je sens qu'il ne veut pas vraiment gouverner. On dirait qu'il veut juste occuper la place de premier opposant. Le Zaïre est au fond du gouffre. Mon peuple n'en peut plus. Il n'y a plus de coopération, plus d'assistance financière. Moi j'ai faim, je ne parle pas, j'ai faim. Moi j'ai faim. Le 23 septembre 1991, comme une meute affamée, la troupe sort de ses casernes à Kinshasa et se livre au pillage. Puis c'est au tour de la foule, à Kinshasa et dans d'autres villes, pendant des jours. C'est comme un soulèvement. Les émeutiers s'en prennent à tous les symboles de l'aliénation zaïroise. Ce qu'ils détruisent, ce sont leurs illusions perdues. Pour moi, cet épisode est essentiel. Cette irruption populaire dans le désordre des choses est un message solennel, adressé à l'engeance finissante, mais surtout à toutes les soi-disant élites passées, présentes et à venir. Je le prends pour moi aussi. Qu'avons-nous fait pour ce peuple, sinon le bercer d'illusions? Nous lui offrons maintenant la transition. Vaste programme.
Et si toute notre histoire depuis l'indépendance n'était qu'une longue transition sans qu'on n'arrive jamais à définir entre quoi et quoi? D'où vient-on exactement? Où allons-nous? Où voulons-nous aller? Ainsi, pendant 7 ans, Mobutu s'efforce à faire durer son régime aussi longtemps que lui. Il est malade, gravement malade. Le Zaïre est moribond. Mais il ne suffit pas de discours pour l'achever, il faut la guerre. Et la guerre va s'allumer à l'est, au Kivu, aux frontières du Rwanda. Une guerre à 2 faces, extérieure et intérieure, rwandaise et congolaise. Mon pays est piégé. Le Rwanda qui sort du génocide veut traquer les génocidaires repliés au Kivu et, accessoirement, faire main basse sur les richesses de la province. Mais les Rwandais veulent donner à leur offensive les apparences d'une révolution congolaise, dirigée par un leader congolais. Ils choisissent Laurent Désiré Kabila, le vieux maquisard retraité qui reprend du service politique après des années de trafic en tout genre. Guerre de conquête territoriale pour le Rwanda, guerre de conquête du pouvoir pour Kabila à la tête d'une alliance hétéroclite, l'AFDL. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Leur principal dénominateur commun est la haine de Mobutu. Certains se réclament de moi, bien sûr, comme d'habitude. La FDL vole de victoire en victoire avec ses Kadogo, adolescents soldats en première ligne pour les caméras. La reconquête va durer 6 mois. Pendant ce temps, Mobutu se soigne en Suisse. Il revient quelques semaines à Kinshasa pour chanter une dernière zaïroise, une dernière incantation. Écoutez ces paroles, définitivement dérisoires. Je déteste cet hymne maintenant. Chaque mot sonne faux. Mon pays est beau, mon peuple est fier, ils n'ont pas besoin de superlatifs. Pas besoin de feu sacré, de fleuve majesté, de toujours plus beau. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le Zaïre. Le lendemain, les Kadogo entrent dans Kinshasa et Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. Je vois un signe terrible dans cette autoproclamation. Le Zaïre est mort, le Congo renaît. Mais j'ai surtout l'impression qu'un despote va s'asseoir à la place d'un despote. Mobutu va bientôt mourir, au Maroc. On n'aura même pas une image de son enterrement. 32 ans d'histoire du Congo et rien. Comme si Mobutu n'avait pas existé. Comme si notre pays n'était que néant. Kabila. Laurent Désiré après Joseph Désiré. Les Zaïrois redevenus congolais sont troublés par cette homonymie. Kabila est entré par la petite porte dans l'histoire du Congo. Tout le monde sait qu'il doit son avènement à la volonté rwandaise. Très vite, Kabila trouve ses protecteurs trop encombrants. 1 an après sa prise de pouvoir, il congédie les soldats rwandais. L'ami devient aussitôt ennemi. Le Rwanda va même devenir, pour des années, le pire ennemi du Congo. La guerre sera terrible. Elle va s'internationaliser. 6 pays vont se combattre et des mouvements rebelles vont s'implanter à l'Est. Mon pays est dépecé.
amputés du Kivu, puis de la province orientale, puis de la province équatoriale. Pillés, saignés jusqu'à la dernière goutte. Le monde nous regarde avec dégoût. Et puis évidemment, comme en 60, c'est l'ONU qui débarque, la MONUC, avec ses blindés blancs et ses casques bleus. Et comment faire autrement? Mieux vaut l'ONU que tous ces vampires et ces assassins. L'ONU est un pis-aller. Ce que je vois, c'est que notre histoire a commencé sous contrôle militaire international et qu'elle en est toujours là. Mais je veux passer sur les péripéties de cette guerre. Les tractations, les accords de cessez-le-feu, les tentatives multiples de division du pays qui me rappellent les sécessions de 1960. Je retiens qu'en plein milieu de cette tourmente, il y a ce coup de tonnerre, l'assassinat de Kabila. Abattu le 16 janvier 2001, mort le lendemain, le 17 janvier. 40 ans, jour pour jour, après mon exécution. Comme moi, il avait trop d'ennemis. Mais le plus extraordinaire, c'est le dénouement politique de l'assassinat. L'homme qui est propulsé à la place de Kabila est tout bonnement le fils de Kabila. Après Kabila I, Kabila II. Ceux qui ont tué le premier semblent parfaitement s'accommoder du second. L'intronisation de Joseph Kabila se fait en quelques jours, comme une formalité. Pourquoi lui? Pourquoi ce néophyte, ce jeune homme sans bagage politique? C'est peut-être la réponse à la question. Parce qu'il ne pèse pas bien lourd et qu'il appartient à la génération suivante. Joseph Kabila est le premier dirigeant congolais à n'avoir pas connu le Congo belge, à n'avoir pas vécu dans sa chair l'humiliation coloniale. Peut-être est-il différent de nous, peut-être, mais je n'y crois pas trop. L'histoire a la vie dure. Je veux m'arrêter là. Nous sommes trop près des choses. Personne ne peut prédire le sort de ce nouveau régime qui s'est paré des plumes de la démocratie. La lutte pour le pouvoir est le nerf de notre histoire. Elle n'en fait pas la substance. Les sociétés évoluent dans leur profondeur. Quand je regarde ces 50 ans d'indépendance, je vois beaucoup d'agitation, beaucoup d'erreurs et d'échecs, mais je vois aussi la résistance, le refus de la fatalité, la construction d'une identité. Rappelez-vous, à l'époque coloniale, le Congo était belge, pas congolais. Pour les Belges, nous n'étions qu'une vaste mosaïque de langues.